Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Uniquement les histoires mystiques, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, on poste tous les jours sur DMG TV, YouTube, à 12h00. On a une deuxième chaîne qui est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h une histoire. Nous avons une troisième chaîne qui est DMG TV Backup, au cas où la première chaîne se perd parce qu'on a perdu une chaîne une fois. Et on a décidé de faire une chaîne Backup où on poste tous les 13h30 une nouvelle vidéo. Nous avons aussi DMG Production où on réalise des courts-métrages, parfois inspirés des histoires mystiques que nous écoutons sur la page. Je vous invite à vous abonner à DMG Production sur YouTube. Donc tapez seulement DMG Production. Ou alors, regardez dans la description, vous allez voir le lien DMG Production, cliquez dessus, abonnez-vous là-bas. Il y a plusieurs courts-métrages que nous avons tournés, plus de 10 déjà que nous avons tournés. Et on poste là-bas tous les lundis à 17h. Tous les lundis, 17h, nous postons une nouvelle vidéo, un nouveau court-métrage, un nouveau film. Voilà. Donc, nous allons écouter les histoires d'aujourd'hui. S'il vous plaît, likez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Likez, ça ne coûte rien. Laissez un like. Merci. Écoutons la première histoire. Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui m'écoutent de là où vous êtes. Je viens déjà dire merci à DMG pour tout le travail et son équipe, pour tout le travail que vous faites au quotidien. Que Dieu vous protège et que la main du Seigneur soit sur vous. Je viens raconter mon histoire. J'avais raconté déjà une histoire il y a quelques années, mais là je reviens avec une autre histoire, un témoignage plutôt. Et ça s'intitule L'envoûtement. Je vais d'abord préciser que les femmes ou les hommes là, faites attention. Quand vous allez avoir des rapports sexuels, on dit dans la parole de Dieu, vivez une vie de sanctification, qu'il faut fuir l'impudicité, la fornication. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande de fuir l'impudicité et la fornication. Et surtout, ne pas sortir de chez vous sans prier, parce que vous ne connaissez pas les prédateurs qu'il y a. Je précise que moi, je vis en Europe, je vis en France et je n'aurais même pas pu imaginer que cela aurait pu m'arriver un jour. Parce qu'il y a quelques années, avant d'aller au Cameroun, qui est mon pays, on m'avait prévenu que oui, quand tu vas là-bas, ça faisait des années que je n'étais pas partie. Quand tu vas là-bas, il faut faire attention parce que les hommes maintenant, ils mettent des choses, ils t'appâtent et quand tu vas avoir des rapports avec eux, tu deviens leur tinda, dans leur mouton. Ils font de toi ce qu'ils veulent. Quand tu rentres, c'est toi qui commences à s'occuper d'eux et tout le tralala. J'ai prié. Quelques temps même avant mon voyage, il y avait un gars qui a commencé à me draguer sur les réseaux sociaux et je le regardais, je rigolais. Mais cette histoire dont je parle s'est passée carrément là où je suis en France. C'est quelqu'un du Cameroun à qui on m'avait mis en relation parce qu'on m'a dit, il vient d'arriver, il est seul, la ville dans laquelle il est seul. Donc, je te mets en relation avec lui, histoire de discuter. Moi, bonne de mon état, infirmière de mon état, on m'avait prévenu, hein. On m'a dit, ne sois pas infirmière, sois juste, discute juste pour tenir compagnie, histoire qu'ils ne se sentent pas seuls. J'ai dit, OK. Mais il faut savoir que cette personne, et non seulement a utilisé des choses mystiques, et en plus de cela, c'était un manipulateur pervers narcissique. Je ne dis pas qu'il n'y a que les hommes qui font ça, mais ici en Europe, on rencontre beaucoup, je dis bien beaucoup, moi je parle en termes de Camerounais qui viennent de l'autre côté, qui viennent du Cameroun, qui viennent ici, qui viennent détruire la vie des femmes ici en Europe, que ce soit des Camerounaises, que ce soit même des Blanches. Moi, je parle des femmes en général. Donc, j'ai commencé à discuter avec cet homme. Moi, ce jeune homme, je n'avais aucune intention. Moi, c'était un jeune homme qu'on me présentait et je discutais et c'est quelques années plus tard que j'ai compris que il préparait déjà son terrain. Il a préparé son terrain pour me mettre en confiance. Et un jour, après le boulot, après mon boulot, j'ai prié
je ne priais pas en tant que tel comme aujourd'hui. J'ai décidé d'aller le voir. Et quand j'arrive le voir, on discute, on continue nos discussions qu'on avait au téléphone, sachant qu'au téléphone, on pouvait passer des heures au téléphone, hein. Je me disais, c'est bizarre, je n'avais jamais passé autant d'heures avec un homme au téléphone, c'est bizarre. Mais il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait, attention. Mais bon, je suis allée le voir et au moment, on a passé 1, 2 heures ensemble, on discutait, il me parlait du pays, il me parlait de la situation dans laquelle, la ville dans laquelle il vivait, comment c'était naze, il ne faisait rien, il n'avait pas de papier, il ne faisait rien, il tournait en rond. Ah, je lui ai dit courage. Au moment de partir, 5 minutes avant de partir, le gars s'est levé, il a disparu du salon. Moi, j'étais là, j'attendais et quelques temps après, il revient. Il revient un peu essoufflé. Je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est 5 ans ou 4 ans plus tard que le Seigneur m'a dévoilé en fait tout ce qui s'était passé pendant ce moment-là. Et quand il est revenu comme ça, moi, au moment d'ouvrir la porte, le gars m'a forcé. Quand je dis forcé, pour moi, c'est un viol. Il m'a violé. Je n'arrêtais pas de dire non, mais vu le gabarit de la personne et la force qu'il avait, je ne pouvais pas. J'étais seulement en train de crier, en train de me débattre. Tenez-vous tranquille que dès qu'il a fini, je lui disais, arrête, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Tu vas avoir des rapports sexuels avec moi, tu ne sais pas si je suis malade, si j'ai le SIDA, comme vous connaissez. Tu ne connais pas. Il dit, non, c'est pas grave, tu n'as rien, tu es bien, tu es bien. Et d'un coup, dès qu'il a fini sa chose, c'est comme si mon cerveau avait tourné 260 à l'heure. Pour moi, il était impossible. Moi qui étais venu juste rendre visite à quelqu'un et repartir, pour moi, il était impossible de repartir et de le laisser. Et de le laisser là. Voyez-vous, c'est là que j'ai compris la, la teneur de ce problème. Parce qu'il faut savoir que jusqu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, les gens avec qui je ne parlais plus, que j'ai retrouvé, que j'ai repris contact, me disaient, mais ma chérie, quand on te voyait, on sentait que tu étais l'ombre de toi. On se posait la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est la personne qu'on connaît? Tu étais teinte, tu es une personne joviale, extravertie, monte, tout ce que tu veux. Mais quand tu étais à la présence de cette personne, non seulement tu vivais pour cette personne, et en plus de cela, tu étais teinte, tu bref, en fait, j'étais que l'ombre de moi-même. J'étais que l'ombre de moi-même. Et même quand j'étais en couple avec cette personne, je me culpabilisais tout le temps. Mais il faut savoir que, par la grâce de Dieu, Dieu m'a libérée de cette emprise 2 ans plus tard. Et comment ça s'est fait? Parce qu'il faut savoir que la personne, dès qu'il a eu ses papiers, il a trouvé un problème, disant qu'il faut que je parte. Et, euh, et avant même ça, mon corps ne supportait plus cette personne. Je ne supportais plus que cette personne posait la main sur moi. Je ne supportais plus. Il y avait des moments, j'avais une lucidité qui me revenait. Quand il me touchait, je disais, mais qu'est-ce qui me plaît même chez cette personne? Qu'est-ce qui me plaît même? Mais il m'a supporté. Tout cela pour dire que, mes frères et sœurs, les hommes là, surtout nous les filles là, qui vivons en Europe, ou même celles qui sont en Afrique, qui ont une bonne situation, parce qu'il faut savoir que il a trouvé que j'étais une bonne situation, je travaillais, je voyageais énormément, j'avais ma voiture, j'avais tout, j'étais bien, j'étais une femme complète, prête seulement j'étais une femme complète. Et il a trouvé, pendant les 2 ans qu'il a vécu avec moi, il n'a jamais payé le loyer. Nous avons eu un enfant, il ne s'est jamais occupé de cet enfant. J'ai pris un crédit qui n'a jamais payé. Et il faut savoir que même quand il est parti, jusqu'aujourd'hui, il me cherchait des problèmes. Il me cherchait des problèmes, il me cherche toujours des problèmes. Il croit que je suis toujours sur son emprise. Mais le jour où j'ai découvert, l'année dernière, quand j'ai découvert que c'est ce qu'il avait fait sur moi, qui m'avait rabouté, il a disparu totalement de notre vie. Mon enfant et moi, il a disparu totalement de notre vie pour réapparaître cette année. Donc, vraiment pour dire que faites attention.
Faites attention. Il y a des prédateurs là dehors qui ne pensent qu'à eux, qui viennent vers vous. Ne dites pas, c'est pas parce que vous rencontrez un gars que vous allez dire, oh, il est machin, je vais donner. Vous n'êtes pas des infirmières. Moi, je m'adresse aux femmes. Vous n'êtes pas des infirmières parce que la majorité des femmes, et c'est là que j'ai compris que beaucoup de femmes là dehors, que ce soit des blanches, que ce soit des noires, se font avoir par ce type, par cette catégorie d'hommes qui est manipulateur, pervers, narcissique. Et en plus de cela, qui utilisent des choses sataniques, sorcelleries. Parce que c'est de la sorcellerie. L'envoûtement, c'est de la sorcellerie. Pour pouvoir manipuler leur proie à leur guise, pour pouvoir faire de leur proie ce qu'ils veulent. Et je ne suis pas la seule, parce que je connais aussi une personne comme ça dans mon entourage qui a vécu ça. Elle est restée même 12 ans sous l'emprise de cette personne. Du père de ses enfants, sous l'emprise de cette personne. Il ne fout rien, il ne travaille pas, mais c'est elle qui doit toujours donner de l'argent. Voyez-vous, c'est vraiment... Nous sommes dans un monde où les gens n'ont plus peur. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Il y a des gens qui ne sont pas là pour vous aimer, qui ne sont pas vos amis. Quand vous rencontrez quelqu'un de grâce, priez Dieu. Que si cette personne vient de Dieu, que Dieu facilite les choses. Ce n'est pas parce que moi, je ne cherchais pas un homme à tout prix. Ne dites pas que je cherchais un homme. Je ne veux pas voir sur les commentaires que oui, je cherchais un homme. Machin. Je ne cherchais pas. Je laissais Dieu me guider vers moi, celui qui est fait pour moi. Cette rencontre, c'est vrai que toute chose que Dieu fait est bon. Avec le temps, j'ai compris que si Dieu a permis cela, c'était pour une raison. J'ai eu un enfant qui est ma raison de vivre, qui est mon bonheur. Mais à côté de cela, il faut comprendre que les gens là-dehors, il y a des hommes là-dehors qui sont des prédateurs, qui viennent détruire la vie des femmes. J'étais quelqu'un qui avait, à l'époque, j'avais tellement confiance en moi, j'étais une joie de vivre, mais cet homme m'a fait être introverti. Il me disait, il faut maigrir, tu es grosse, il faut maigrir, oh machin. En fait, c'était une manipulation psychologique, c'était horrible. Mais quand il est sorti de ma vie, j'ai remercié. Un mois après qu'il soit sorti de ma vie, c'est comme si je m'étais jamais séparée. En fait, c'est comme si je retrouvais le soleil. Un mois plus tard, j'étais la personne j'étais devenue une femme. J'étais même devenue mieux que celle que j'étais avant. J'ai demandé à Dieu merci. J'ai dit à Dieu merci de m'avoir restauré. Dieu m'a même restauré dans toute sa globalité, dans le sens où le manque de confiance que j'avais, l'amour que je recherchais, Dieu me l'a donné. Donc, quand vous là, les femmes là, vous êtes des passoires là, vous êtes en quête d'amour, vous n'avez pas confiance en vous là, faites attention parce qu'il y a des prédateurs là dehors qui ne voient que ça. Quand ils vous voient, ils savent que celle-là, elle a manque de confiance, elle cherche de l'amour, elle veut se mettre en couple, elle veut ci, elle veut ça. Ils vont utiliser n'importe quel moyen, ils vont vous chanter des belles chansons dans vos oreilles pour vous appâter et vous mettre dans un trou où ils vont vous manipuler, où ils vont vous détruire. Le monde est mauvais. Vous l'entendez tout le temps sur les émissions de DMG. Le monde est mauvais. Le monde est pourri. Les gens sont égoïstes. Il y a des manipulateurs, des manipulatrices. Moi, en tant que femme, je dis manipulateur parce que le nombre de femmes que j'ai rencontrées qui sont tombées sur ce genre de catégorie d'hommes, manipulateurs, pervers, narcissiques, qui ne regardent que, parce que cette personne-là, jusqu'à aujourd'hui, il s'en fout de savoir comment son enfant va. Il ne paye pas de pension alimentaire parce qu'il a eu ce qu'il venait faire. Il venait chercher. Et récemment, j'ai même découvert quoi? Quand j'ai accouché, cet individu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris mon enfant, il l'a laissé chez les étrangers pour aller faire la fête pendant que moi j'étais à l'article de la mort à l'hôpital et notre enfant est un nouveau-né. Voyez-vous un peu le degré non seulement d'immaturité, le manque de confiance, le degré d'immaturité, le degré de manipulation, le degré de perversion, le degré de narcissisme qui se cache derrière ce genre d'individus. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, faites attention. Faites attention à qui vous rencontrez. Demandez plutôt à Dieu de vous restaurer afin que vous deveniez cet homme ou cette femme
que Dieu veut que vous soyez, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous donne la confiance, que Dieu vous donne l'amour. Parce que ne cherchez pas l'amour d'un homme, parce qu'en allant chercher l'amour d'un homme ou d'une femme, vous allez mourir. Vous allez mourir, vous allez vous retrouver avec des dettes, vous allez vous retrouver avec des problèmes, vous allez vous retrouver avec le manque de confiance encore pire. Moi, je suis sortie de là la tête haute, mais ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs femmes qui sont là, qui souffrent à cause de ce genre d'homme. Et ils ne s'arrêtent pas là. Hein. Ils ne s'arrêtent pas là parce que même si l'envoûtement chez moi est fini, pour eux, pour lui, il croit que l'envoûtement continue, qu'il a encore le pouvoir sur moi. Il a encore le pouvoir sur moi. Donc, je dis vraiment merci à DMG pour ce que tu fais, que Dieu te bénisse abondamment. Et j'espère que ce conseil va vous aider, mes chères sœurs, va vraiment vous aider et vous éloigner de ces personnes, de ces hommes-là. Que ce soit celles qui sont en Europe, qui sont venues se battre, que ce soit celles qui sont en Afrique, qui se battent au quotidien pour pouvoir manger à la sueur de votre front. Et que vous tombez sur des individus. Des hommes aujourd'hui ne sont pas des hommes. Des hommes aujourd'hui, moi je n'appelle pas ça des hommes. Un homme, ce n'est pas seulement celui qui porte pantalon. Un homme, c'est celui qui est capable de se sacrifier pour sa femme, comme Christ s'est sacrifié pour son église. C'est ça un vrai homme. Un homme, c'est celui qui aime, c'est celui qui respecte la femme avec qui il est, qui respecte ses enfants, qui est prêt à donner sa vie pour sa femme et pour ses enfants. N'allez pas avoir des rapports sexuels avec qui que ce soit. Fermez vos cuisses, mettez le cadenas. Demandez à Dieu de vous donner la force de ne pas avoir de rapport. Le rapport sexuel là que vous voyez est très dangereux. C'est la première porte ouverte au diable. Soyez abondamment bénis et merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le Guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Maléfique fétiche de commerce. Cette histoire se déroule dans un quartier de la région de la Dama au Cameroun. Bref, c'est l'histoire 3 sur 3 des histoires dont j'avais promis raconter à DMG TV concernant le quartier où on a vécu à l'époque où on traversait des difficultés financières dont ma grand-mère avait opté pour ouvrir un circuit. Pour le rappel, un circuit est un local où on fait du commerce, de la restauration et la vente des boissons. Voilà donc face à nous, et comme dans ce quartier-là, l'activité principale de ce quartier, comme je l'avais dit dans le premier épisode, c'est la vente du poisson à la braise. On avait donc une voisine qui était face à nous, qui faisait dans cette vente à la braise-là et qui avait franchement de l'argent, elle était friquée, elle était sollicitée, non seulement des gens des ressortissants du pays qui venaient partout du pays pour venir uniquement manger son poisson à la braise et aussi à l'échelle internationale parce qu'il y avait des ressortissants de la zone CEMAC qui venaient aussi là pour manger quoi. Chez cette femme-là qui était célèbre dans son commerce de poisson à la braise. Cette femme-là avait donc 2 enfants. Elle avait une fille et un garçon. Et c'était des adultes, c'était des messieurs. Et sa fille a donné naissance à 3 enfants, qui étaient donc ses petits-fils. Et je vous assure que cette femme-là était franchement fou, qu'elle avait de l'argent. Donc elle était un peu comme ce que ma grand-mère était à l'époque, avant qu'on vienne dans ce quartier-là. Elle avait de l'argent. Or, cette femme-là était entrée dans une loge, voire dans un groupe de sorcellerie, où on lui remet un fétiche de commerce. Et la première condition était laquelle il fallait qu'elle vende une partie de son corps, d'abord pour commencer, à l'entrée de jeu. Voilà donc qu'elle a opté à vendre un de ses pieds. Un bon matin comme ça, là, la dame se lève, elle a déjà un abcès au pied. Il faut aller percer l'abcès à l'hôpital. On finit de percer l'abcès à l'hôpital. Le pied ne fonctionne plus normalement. Elle ne ressent plus le pied. C'est comme ça qu'elle était devenue infime. Dans son infimité, elle continue tout dans son commerce qui ne faisait que prospérer, qui ne faisait que produire franchement de l'argent. Et par la suite, il fallait maintenant qu'elle sacrifie les membres de sa famille, notamment parmi ses petits-fils. Elle a donc choisi de sacrifier sa petite fille sur les 3 que sa fille même avait. Elle a réussi à sacrifier sa petite fille qui a fait une petite maladie de rien du tout. Elle est décédée. Et on s'est même rendu compte par la suite qu'elle était enceinte. Cette petite fille qui était décédée là. Donc ça veut dire qu'elle a sacrifié directement 2 personnes. Sa petite fille
et son arrière-petit-fils dont attendait sa petite fille. Voilà donc sa fille, la fille de cette dame-là, de cette dame commerçante qui brisait du poisson, a essayé d'aller voir. Et c'est où on lui fait comprendre que ta maman est trempée dans les affaires louches, les affaires mystiques, où elle est en train de vendre tes enfants, donc notamment ses petits-fils. C'est où, pour le reste des deux autres, sa fille a décidé de blinder ses enfants en question, donc de blinder les petits-fils restants de la grand-mère en question. Et voilà donc que sa grand-mère même avait déjà opté à vendre un des deux garçons qui restaient à sa fille. Elle est donc partie, elle a essayé de vendre, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. C'est là où, comme sa fille avait déjà bloqué, sa fille avait déjà blindé, elle-même, elle n'était que susceptible de subir le sort dont elle voulait faire subir à ses petits-fils. C'est donc ainsi qu'elle a donc fait sa maladie fantaisiste, et elle est donc décédée. Donc ça veut dire que les gens de la loge, puisqu'elle ne pouvait plus sacrifier, les gens de la loge l'ont récupéré. Voilà son petit-fils qui était là inscrit, là-bas, dont le nom était là inscrit, dans les livres de sorcellerie. Lui, il n'a que fait une maladie. Comme ça avait raté, son rituel avait raté, il a fait une maladie, et par la suite, il s'est remis. Mais je vous assure aujourd'hui que ce petit-fils-là, il a la chance d'avoir le travail, mais il est toujours en conflit avec ses patrons, parce qu'il fait la prison à tout moment. Il fait la prison à tout moment. Donc il est là, il travaille bien pour toi, mais après, il a un flair de te voler de l'argent, il a un réflexe de te faire subir certains trucs. Donc en tout cas, la plupart du temps, c'est le vol. C'est plus le vol dont il fait subir à ses patrons. Et c'est comme ça qu'on le trimballe chaque fois devant les juridictions, devant les commissariats, devant les brigades, les gendarmeries. Donc il fait la prison, il fait la cellule, il sort, donc il est comme ça. Donc il va de travail en travail. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a la chance, il trouve le travail, mais comme je dis tantôt, il a seulement toujours la malchance ou bien le mauvais sort de faire subir, de faire un mauvais truc, un truc qui va, où son patron va perdre beaucoup d'argent et on va le poursuivre judiciairement parlant. Et c'est donc ainsi que par la suite, j'avais donc retrouvé, puisque nous on était quitté le quartier, j'avais retrouvé ce petit-fils-là qui m'a donc fait aussi état d'une partie de ce que je suis en train de vous raconter. Et il m'a dit que sa maman est restée là-bas dans ce quartier avec son dernier petit frère. Et elle est là, elle fait autre chose, elle ne fait plus dans la vente au poisson, elle n'a pas suicidé sa maman dans le commerce que sa maman faisait, elle avait arrêté puisqu'elle a su par la suite que c'était grâce à un fétiche que sa maman le faisait, où sa maman devait non seulement vendre une partie de son corps et ensuite les vendre tous par la suite pour continuer à prospérer, pour continuer à avoir ces multiples millions, multiples argent dont elle a fait. Famille DMG, le dehors est mauvais. Personne n'a de rassurance dans sa propre famille, dans sa propre maison. Donc, je ne sais pas, quelqu'un a dit ici tantôt dehors que votre famille, c'est vous-même, et vos amis, vos parents et connaissances, c'est vous-même. Donc, ne faites confiance à personne, à part faire confiance à vous-même. Franchement. Parce que vos enfants peuvent vous vendre. Vos parents peuvent vous vendre. Vos amis peuvent vous vendre. Vos connaissances peuvent vous vendre. Donc, on ne sait plus à qui se confier, à quel sens se vouer avec l'être humain. C'était l'histoire qui tenait à partager avec la grande famille DMG. C'était Saïd pour le guerrier de Dieu depuis la ville de Crébé au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la grande famille DMG. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Alors abonnez-vous, likez et partagez. C'est Manbassa. Je viens ici raconter une autre histoire d'ordre mystique que je vais intituler Mon ami qui a failli me vendre aux femmes là. Alors l'histoire se déroule lorsqu'on était en classe de seconde A4 espagnol. Il faut dire que mes camarades avec qui j'ai fréquenté en troisième, la plupart nous étions en seconde A4 espagnol. On était juste au début de l'année, hein. Et je pense que c'était à la troisième semaine. Il y a un groupe de 3 gars qui sont arrivés. Que je vais donner un nom par emprunt de... Le premier s'appelait Albert, le deuxième s'appelait Jules et le troisième s'appelait Loïc. Mais Loïc était le Tinda Loka. Tinda Loka, ça veut dire que le ropero, celui-là qui était un peu comme le Mbutuku.
Voilà. Parce que Albert et Jules, ils étaient issus de bonnes familles. Ils avaient de l'argent. Ça se voyait même sur leur apparence. Et Albert avait même un véhicule, avait une petite Yaris. Mon frère, imagine-toi au collège. Le gars, le véhicule, hein, la peau était bien entretenue. Ils étaient les stars du collège. Mais Loïc n'était pas trop star. Loïc était leur Mbutuku. Voilà, il était leur Mbutuku, leur Tindaloka. Alors, l'année a commencé, tout se passait bien, les gars étaient devenus facilement stars. Nous, on était au collège depuis presque 3 ans, on n'était vraiment pas connus. Eux, en quelques semaines, là, ils étaient déjà connus, surtout que les gars venaient avec le véhicule. Pendant que vous venez à pied, vous courez, les gars avec les véhicules. Les professeurs n'avaient même pas de véhicule. Vous connaissez un peu comment les professeurs galèrent en Afrique. Alors, moi, je m'asseyais avec une jeune demoiselle que je vais donner un nom par emprunt de Françoise. Voilà. Françoise et moi, il faut dire qu'on a grandi ensemble. On se connaissait très bien. Alors, un jour, Albert s'approche vers moi. Il me dit que, gars, la fille avec laquelle tu t'assois là, elle me plaît. Mon frère, il me regarde d'abord dit que, ben, une star comme toi, comme ça, que tout, même les gars de la terminale veulent marcher avec toi. Toi, tu viens me parler, mon frère. C'est vrai qu'on est dans la même salle, mais on n'a pas le même niveau. Tu sais ce qu'il me disait dans mon cœur. Il était content que mon frère, le boy vienne me parler, gars. C'était la star. C'est-à-dire que si tu te fous seulement à lui comme ça, tu es un peu la côte au collège. Directement, il dit ok, il n'y a pas de problème. Moi, il veut causer avec Françoise. C'est comme ça que je suis allé causer avec Françoise pour faire comprendre que non, comme tu vois là, Albert, vraiment, il est fan de toi, comme si... La fille me dit que non, moi, je ne suis pas trop dans les affaires là, ça ne me plaît pas. Je dis que, mais toi, tu es comment? Toi, tu vois le gars véhiculé, hein? Il avait 2 téléphones. Lui, il venait m'acheter ses téléphones à l'école. Il avait 2 téléphones Android, mon frère. Tu t'imagines à l'époque là, avoir 2 téléphones Android. Pas 1, 2 téléphones tout neufs. Même les professeurs n'avaient pas de téléphone Android. Moi, il y avait mon petit choco là. Hein? Choco, appeler, recevoir. C'était ça seulement. C'est comme ça que c'était un vendredi qu'il m'a demandé de le faire. Je n'ai pas pu convaincre la fille là ce jour-là. Il dit que, mais bro, ne t'inquiète pas. Il va continuer à gérer l'anga, à embrouiller l'anga. Elle va finir par accepter. C'est comme ça qu'il me dit que, ok, tu vis où? Il dit que non, je vis dans un quartier. Bon, je ne vais pas citer le nom du quartier là, mais je vis presque à 2 kilomètres du collège. Il me dit ok, il connaît bien le quartier. Est-ce que samedi, il peut venir me chercher? Il dit que, mais mon frère, tu viens pas me chercher, qu'il y a quoi? Il était content, mon frère. Le samedi, là, il a lavé, il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Il était prêt. C'est comme ça qu'il m'appelle vers 14, il me dit qu'il est en train d'arriver. Il m'habille, gars, il porte ma petite fripérie, mais bien, non? Eux, c'est les mouna tétés, les enfants des gens qui ont l'argent, mon frère. Ils s'habillaient bien, les gars sentaient bon. Moi, ils me débrouillaient quand ils pouvaient me débrouiller. Mes parents n'avaient pas l'argent, mon frère. Il y avait ma petite fripérie, là, j'étais calme avec. Ils viennent me chercher. Ma mère, d'abord, elle est étonnée que, mais depuis quand tu marches avec les gens qui ont des voitures? Je dis que non, c'est mon camarade de classe. Et il a la voiture. Il dit que, ah, non, là, il y a des gens qui se déplacent dans la vie ici. Hein. Il y a des gens qui ont l'argent. Oh. C'est comme ça qu'ils viennent me chercher. On part boire dans un bar. Et dans le bar, là, lui, il sortait avec la fille de la maman qui avait le bar, là. Et le week-end, souvent, c'est la fille, là, qui servait. La fille, là, on l'appelle, bon, je vais prendre le nom par après, Lina. Il sortait avec la fille qu'on appelait Lina. Mais c'était fini entre eux. Je vais revenir et tout ça, je vais bien vous expliquer. Et là, il appelle une autre fille que je vais appeler Larissa, un nom par emprunt. Larissa arrive. Il y avait Loïc, Jules, Albert et moi. Devant nous. Il dit à Larissa que c'est fini, qu'il ne l'aime plus. Oh, c'est là. Il ridicule la fille là. Il dit que non, tu vois, mon ami ici m'a donné une belle femme, elle est jolie. C'est elle que je vais épouser. Mais tu vois comment la fille là repart. Il pleuvait le jour là. La fille là repart en pleurant. C'est là que Loïc, qui était le Tindaloka, me souffle à l'oreille que, gars, comme tu vois là, ce que Albert fait là n'est pas bien. Mais comme Albert avait l'argent, il ne pouvait pas trop le parler. Il me dit que comme tu vois la fille a eu 3 fausses couches avec Albert. Et que même celle qui est au bas là, elle a eu une fausse couche avec Albert. Bon, à l'époque, là, il était trop jeune. Il ne connaissait pas moi trop les affaires de fausses couches là, tout ça. Il ne connaissait pas ça. Donc, je n'ai pas trop mesuré l'impact de ce qu'on était en train de me dire. Le samedi là, quand je suis rentré, le dimanche, vers 15h, je suis allé chez Françoise pour continuer à l'embrouiller, pour qu'elle commence à sortir avec le gars.
Elle a commencé à sortir avec le gars. Elle aussi, elle est tombée enceinte 2 fois au cours de l'année. Elle aussi, elle a eu des 2 fausses couches. Il y a aussi une autre camarade de classe là. Elle aussi, dans la même salle, hein, qui est aussi tombée enceinte de lui. Elle a fait une fausse couche. Bon, après, c'est fini avec Françoise. C'est fini avec Françoise. Mais l'amitié est restée. Et j'ai commencé à partir chez eux. La première fois que j'arrive d'abord chez le DMJ, une grande maison. Mais il n'y a personne dans la maison. Il n'y a que lui. Il dit que, mais, donc comme tu viens souvent à l'école, là, quand tu rentres dans la maison, c'est seul. Il dit que oui, qu'il est ici seul depuis presque 3 ans. Il dit que, mais, ta mère est où? Il dit que non, sa mère a voyagé. Tes frères sont, ils voient les photos. Là. Il dit que non, ses frères sont déjà grands, chacun pour son autonomie, tout ça là. Bon, comme je venais chez eux de temps en temps, il y avait une de ces petites soeurs là qui n'avait pas avec eux, mais qui aimait beaucoup son frère là. C'était son frère consanguin. Parce que son père était polygame. C'était son frère consanguin. Elle venait là de temps en temps. Mais à chaque fois que la petite voulait s'approcher de moi pour essayer un peu de tisser les liens, il refusait. Il refusait, il refusait, il refusait. Ce qui me fait le fuir, c'est que au bout d'un certain temps, moi j'avais demandé à Loïc, qui était le Tinda Loka, que gars, ce que Albert a fait à Larissa là ne me plaît pas. Gars, moi je veux m'excuser parce que s'il a barré Larissa, c'est parce que c'est moi qui lui ai donné Françoise. Et ça ne me plaît pas. Vraiment, moi je veux m'excuser parce que je n'ai pas la conscience tranquille. C'est comme ça qu'il m'a donné le numéro de Larissa. Moi, j'ai commencé à écrire à Larissa. Au bout d'un moment, elle et moi, on a commencé à sortir. On a commencé à sortir ensemble. Ce qui me fait arrêter notre amitié avec Albert et Jules, c'est qu'un jour, Loïc me dit que, gars, est-ce que tu sais que Albert est au courant que tu frappes l'entote de son ex? Il dit que, hey, Jules. Il me dit qu'il sait que tu frappes l'entote de son ex. Il dit que, merde. Et tu me dis pas depuis. Il dit que non, il va rien faire. Il dit que non. Comment ça va rien faire? Tu mens. Hey, comment ça va rien faire? On marche ensemble, on boit le vin ensemble. Tu me dis qu'il va rien faire. Il sait qu'il frappe l'entote de son gars. Il dit que, gars, moi, je suis plus moi dans le groupe, c'est là. Moi, c'est comme ça que je sors. Et Dieu merci, c'était déjà vers la fin d'année. Ils sont qu'en seconde, là, on arrête vite les cours. Parce que ce sont ceux qui sont en première ou en troisième et en terminale qui vont continuer. Dans les classes intermédiaires, là, on est vers la fin d'année, là, c'est plus trop ça. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je coupe les ponts. Moi, je disparais. Dieu merci, je ne suis plus allé dans le même collège en première. Eux aussi, ils ont quitté le collège. Et ils ne venaient plus au quartier parce qu'il avait déjà coupé ses ponts avec Françoise. Françoise m'a même gardé dans pour ça. Elle était fâchée. Hein. Elle était fâchée parce qu'elle a eu des fausses couches. Bon, comme elle était un peu croyante elle était dans les affaires des églises là. Apparemment, on lui avait dit là-bas que le gars n'était pas un bon gars, qu'il n'avait pas un bon aura. Elle m'a en voulu pour ça. Bon, bref, c'est de l'histoire ancienne. Alors, on se perd de vue. Un jour, on m'envoie une invitation sur Facebook. Qui m'envoie l'invitation? Je regarde le visage. Je ne remarque pas le visage. Bon, comme quand même c'était une belle fille, j'ai regardé un peu les photos, je n'arrivais pas à remarquer la fille. J'ai vu une belle fille, j'ai vu les couples, j'ai dit, oh non, ça c'est un bon dossier. Hey, j'ai accepté l'invitation. Et là, directement, la fille m'écrit, coucou, hey, Seigneur Jésus. Je réponds, oui, c'est qui? Elle me dit que non, c'est elle. Je vais prendre un nom par après, c'est Marie. J'ai dit que Marie, qui comme ça? Moi, on est en train de causer. Marie, c'est qui comme ça? Elle dit que non, Marie, la petite soeur de Albert. Il dit que, wow, mais tu as changé. Regarde comment tu es devenu. Directement, il commence à l'apprécier. Elle me pose directement la question de savoir. Donc, tu as encore envie? Comment? Je ne suis pas en vie. Comment? Tu voulais me tuer? Pourquoi tu me poses ce genre de questions-là que je suis encore en vie? C'est quoi? Tu avais les plans de me tuer? Elle dit que non, c'est qu'elle a des choses qu'elle voulait me dire, mais elle n'avait jamais eu l'occasion de me dire tout ça. Là. Elle dit que, mais il y a quelque chose. Toi, tu viens d'avoir mal. Tu me dis que je suis encore en vie. Il y avait le plan de me tuer. Elle dit que non, ça concerne mon frère Albert qui était ton ami. Elle dit que non, lui et moi ne marchent plus ensemble depuis tout ça. Là. Elle me dit que, ok, est-ce que c'est possible qu'un jour on trouve le temps, on se voyait? J'ai dit que moi, vraiment, je ne sais pas. Hein. En fait, j'ai eu peur parce qu'elle m'a dit que donc tu as encore envie. Ça m'a fait peur. Il dit que mais comme elle veut qu'on se voit là, c'est quoi? Elle veut vraiment alors m'achever, alors le tout si. Il dit que non, vraiment, je n'ai pas le temps. J'ai tourné. Elle a tellement insisté. La semaine là, elle m'écrivait, tout le temps, elle m'écrivait que s'il te plaît, trouver le temps, on se voit, je vais te raconter quelque chose. Et donc, comme ça, qu'il dit que, ok, si tu veux me voir, non, tu vas seulement venir chez moi. Si c'est dehors là, tu as menti.
Elle dit qu'il n'y a pas de problème, elle va venir. Mais tu vois, la petite est engagée. Je me rends compte que elle a fait que la petite me dit, elle est sérieux. Il dit qu'ok, elle est venue à la maison un samedi. Elle s'assoit. Elle me dit que, est-ce que tu sais que je suis au courant de toutes les fausses couches que les copines de Albert ont eues? Je dis que oui, c'est normal, tu es sa soeur. Il dit que oui, exactement. Lui-même, il le disait. Et il le faisait expressément. C'est lui qui était à l'origine de toutes les fausses couches. Mon cœur a d'abord tapé que bam bam, je suis dans quoi comme ça là. Il dit que il faisait ses exprès comment? Dis-moi un peu. Et là qu'elle m'avoue que mon ami est dans la même secte que son père. Et que la maison là, son père lui a donné ça comme cadeau avec la voiture là. Il dit que Seigneur Jésus. La maison que j'ai vue, il a dit que oui, la maison que tu vois là, son père lui a donné ça comme cadeau. Et qu'à chaque fois qu'il enseigne une fille qu'elle a une fausse couche, son père le donne. C'est pour ça que tu vois que de nous tous, il est le plus aimé. On le donnait beaucoup. Et c'est vrai, le gars avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Même les pros savaient peur de lui. C'est quelqu'un qui avait au moins ces 6 tenues. Il suffit seulement que sa tenue ait une tache par les coups d'une autre. Au moins ce 25 paires de chaussures. Gars, mon frère, il vivait dans le luxe. Il faut dire la vérité. Et son père propriétaire des écoles et des hôtels ici dans Douala. Renommé, mais je vais te mentir le nom. Elle me dit que son père est dans la secte et que sa mère, à elle, a fui le mariage là parce que son père avait vendu le premier fils de sa mère et qu'elle-même, elle a voulu la vendre. Et que quand sa mère est partie de là, elle est partie étant malade. Et la maladie là a tué sa mère. Et que ce qu'il faisait, parce que tu penses qu'avec tout l'argent qu'il a là, il venait chercher quoi dans votre collège? Ce qui venait chercher là-bas, c'est les âmes qui venaient chercher dans votre collège. Et il pouvait faire, il y a des années où il faisait les 2 collèges en une année. Et partout où il est passé, il a toujours fait la même chose. Enceinter les filles, faire des couscous, enceinter les filles. Qu'il a déjà enceinté plus de 25 filles depuis qu'il a commencé à connaître les femmes, depuis qu'il est entré dans la même secte que son père. Parce que tous ses frères ont fui. Il dit que même sa propre mère, la mère de Albert, a fui la maison. Elle est partie dans un pays d'Afrique. Parce que les choses qui se passaient déjà dans la maison, c'était du venez voir, du hélélé, du venez voir. C'était que le pater là, il n'est pas à la maison. Vous parlez de lui, vous parlez de lui, vous parlez de lui. Quand il rentre, il vous dit tout ce que vous avez dit. Comme s'il était là. Pourtant, ni son fils Albert n'était là. Il n'y avait que les 2 épouses qui étaient là. Qui se disaient que vraiment le type, s'il n'est plus clair, il va vous répéter tout ce que vous avez dit. Que les mamans là voyaient derrière le feu. Les mamans là ont fui. Donc Albert, son travail c'était d'enseigner les jeunes filles et de prendre les enfants dans les ventres des jeunes filles. Jusqu'aujourd'hui, moi, celle que je connais, mon amie Françoise, jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que le gars avait fait en elle. Aujourd'hui, elle a quelque chose comme 33 ans. Elle n'a toujours pas d'enfant. Parfois, je m'en veux, je suis un peu, je ne sais pas. Elle m'en veut jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, là, vraiment, nos relations sont effritées. Parce que pour elle, c'est que c'était un plan. Pourtant, moi, j'étais innocent, je connaissais, j'étais jeune, moi, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais. Voilà que je crois que jusqu'aujourd'hui, si elle ne fait pas d'enfant, c'est parce que le monsieur là, pas le monsieur là, mon camarade là avait laissé quelque chose peut-être dans son ventre. Ça, je ne sais pas. Et bien après, je ne savais même pas que Loïc, qui était le dans la localité, est décédé d'une manière très mystérieuse. C'est pour ça qu'à chaque fois quand elle venait là, elle voulait toujours me dire que arrête de marcher avec mon frère Albert. Mon frère Albert n'est pas dans les bonnes choses. Arrête de marcher. Elle a essayé plusieurs fois. Mais Albert lui avait même menacé un jour que si un jour il entend qu'elle a sorti un truc comme ça là, elle va voir ce qu'il va le faire. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, elle avait disparu, elle ne venait même plus à la maison, elle avait coupé les ponts. Et elle était toujours inquiète. Moi, je dis qu'elle ne savait pas pourquoi elle était inquiète pour moi comme ça là, que tout le temps, elle se disait tout que ouais, le gars c'est là comme ça là, vraiment on va le liquider comme un mouton. Que ça la surprise qu'il soit toujours en vie. Parce que Loïc, qui était le Tindalo, qui était décédé. Et comme elle ne nous voyait plus à 4, elle s'était dit que forcément Moti était décédé. C'est pour ça que ça l'a fait un choc quand elle m'a vu en vie. C'est pour ça qu'elle m'a posé la question de savoir si j'étais toujours en vie. BMG, tu vois comment... Bon, moi, je ne peux pas dire que j'ai eu trop de chance. Hein. Je ne peux pas dire que j'ai eu trop de chance. Sincèrement, parce que j'ai refusé d'écouter ma mère. Si j'avais écouté ma mère dès le départ, je n'allais même pas arriver jusqu'au niveau où j'allais commencer à traîner avec eux. Je pense que c'est parce que j'ai été intéressé par la fille là. C'est le tapé d'eau.
qui m'a sauvé de cette situation. Parce que j'ai traîné avec le gars là comme il n'est pas permis. Je suis allé chez eux comme il n'était pas permis. Je suis allé, je pense qu'il attendait le moment opportun pour frapper. Je pense qu'il attendait, mais Dieu n'a pas permis que ça arrive. Voilà, Dieu n'a pas permis que ça arrive. Donc, soyez prudents. Moi, je vous dis, soyez prudents. Il faut beaucoup prier parce que la chance n'existe pas. La chance n'existe pas. Ce sont nos prières qui nous protègent. Voilà. Et c'est notre propre clairvoyance qui nous protège. Si tu refuses d'accepter la vérité, la chance ne viendra pas vers toi. La chance même, on va vers elle, on la provoque. Donc, je ne pense pas que c'est la chance que j'ai eue. C'est parce que j'ai cherché la copine, son ex. Si ce n'était pas ça, c'est parce que quand j'ai su il savait que je frappais l'entote de son ex, j'ai fui. J'ai fui. Il y a un adage qui dit chez nous, ambassade, que mon lacon ou un homme. Ça veut dire en français que c'est celui qui a peur qui dure sur la terre. Donc, j'ai eu peur. C'est pour ça que j'ai fui. Et c'est pour ça que je suis peut-être toujours en vie jusqu'à maintenant. Donc, c'était ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 4e histoire. Bonjour DMG. Je viens partager mon histoire avec vous pour sensibiliser nos jeunes petites sœurs qui te suivent. Bon, moi, je réside dans la ville de Yaoundé. J'avais donc une amie, parce que l'histoire date de l'année passée. J'avais une amie, nous sommes allés nous asseoir dans un coin que je ne voudrais pas citer ici. Nous sommes allés nous asseoir. Donc, quand nous sommes arrivés, il y avait un monsieur qui était assis déjà, il buvait son champagne. Le monsieur nous fixait, il nous regardait. Au point où j'ai dit à ma copine que, mais pourquoi le monsieur là nous fixe comme ça? Il me dit qu'elle ne sait pas. Nous sommes allés manger. Nos commandes sont arrivées, on a mangé, on a bu. En se levant, le monsieur est venu vers nous. Il nous a salués, il nous a demandé si on voulait encore consommer un truc. On a dit non, qu'on ne voudrait plus rien consommer. Il m'a passé son contact, sa carte. Il m'a dit, bon, appelle-moi. J'ai pris sa carte. 3 jours plus tard, je pense bien, je lui ai fait un message sur WhatsApp. Il m'a répondu, on a causé, il m'a donné rendez-vous. Je suis allée le trouver. On a papoté, discuté toute la soirée. Et en me déposant chez moi, il m'a donné 35 000. Il m'a dit, tiens, ça c'est pour tes petits besoins. Si tu as besoin de quelque chose, tu me fais ici. Il a dit, ok. Et on ne s'est pas revus. Une semaine après, il me recontacte. Il me dit, tu es où? Je suis à la maison. Il me dit, ok, mets-toi bien, je vais passer te prendre. J'ai dit, ok. En fait, c'était comme ça. On se voyait chaque semaine. Soit on se voyait vendredi, soit on se voyait un jour de la semaine comme mercredi. Et toutes les fois qu'on se voyait, il me donnait 35, 40 000, 50 000, toutes les fois. Au point où on a fait, je pense, c'était 5 mois, 5 à 6 mois. Comme ça, on se voyait sur dehors. À un moment, je ne vais pas mentir, moi, ça m'a un peu dérangé. Je me suis dit, mais c'est quel monsieur comme ça, il me donne des sommes de 40 000, 50 000 sans rien demander en retour, mais c'est quoi le problème? Un jour, il y avait un problème d'argent. Et moi, je m'attendais comme on se voit chaque semaine, il va me donner et je vais résoudre mon problème. Il a fait 2 semaines, il ne me contactait plus. Moi, ça m'a mis mal à l'aise. Je l'ai appelé. Je lui ai demandé s'il y avait un problème. Il m'a dit non, qu'il allait s'occuper. Je lui ai dit, mais pourquoi on ne se voit jamais chez toi? Pourquoi on se voit tout le temps dans les restos, dans les boîtes? Pourquoi tu ne m'as jamais
dit de venir chez toi. Il me dit, ah, tu veux venir chez moi? J'ai dit, oui, je voudrais bien venir voir où tu vis. Toi, tu sais là où je vis, mais moi, je ne sais pas où tu vis. Il m'a dit, ok, je vais envoyer mon chauffeur te prendre. Il va t'amener à la maison. J'ai dit, d'accord. Aux environs de 17 heures par là, il y a son chauffeur qui est venu me prendre à la maison. Nous sommes allés chez le monsieur. Le monsieur a une très grande maison. Une très très grande maison. Quand j'arrive là-bas, je trouve d'abord ça bizarre. Je dis, ah, on entre, Isia. Il me dit, ça va? Je dis, oui, ça va, ça va. Il me conduit au salon. Quand j'arrive au salon, il y a les statues, les têtes d'animaux. Je dis, ah, c'est quel genre de décoration ça? Il me fait asseoir dans son salon. Il me dit, il arrive. Il était juste bizarre parce que même à boire, il n'a même pas proposé, bon, tu veux boire quelque chose ou... Non, non, il n'a rien dit. Là, je te dis, assieds-toi sur le canapé avec un ton un peu autoritaire, quoi. Bon, j'ai pas prêté attention. Après, il monte, il va dans une de ses chambres. Je sais pas, il est monté, il est monté à l'étage. Après, bon, quelques 45 minutes par là, 45 à 50 minutes, je lui écris pour lui dire que, mais depuis que tu es monté là, c'est comment? Il dit qu'il arrive. Il m'a écrit, j'arrive. Il redescend avec les yeux tout rouges. Je lui demande que, mais c'est quoi, il y a un problème? Il me dit, non, ok, on va dans la chambre. J'ai dit, ok, j'ai pris mon petit sac, parce que j'avais un petit sac à main qui contenait juste mon téléphone et mon argent. J'arrive en haut. Quand il ouvre la chambre, j'entre, il allume la lumière. Je constate qu'il y a une fille attachée sur le lit. Attachée, genre les mains écartées, les pieds écartés. Elle est nue. Moi, maintenant, je me fâche. Je lui dis que, mais attends, comment toi tu me fais venir ici alors qu'il y a déjà une autre fille? Il dit que non, ne la gère pas celle-là. Ne la gère pas. Elle ne va rien te faire. Il a commencé à enlever ses habits. Je lui ai dit que non, chérie. J'ai commencé à l'amadouer. J'ai dit non, chérie. C'est que moi, je suis un peu stressée. Je suis stressée. Donc, quand je suis stressée, je fume une cigarette. Après, bon, ça va. Je lui ai dit que je voudrais fumer. Il me dit, ah, d'accord. Je lui ai dit, ok. Permets-moi de descendre à l'extérieur, me fumer une cigarette et je reviens. Il me dit, ok, sans problème. Juste le temps pour moi, j'ai mis mon téléphone dans mon habit et mon petit agent m'a signé. Bon, j'ai vidé le porte-monnaie, je l'ai mis dans ma perruque. Je suis redescendue en courant. Je suis sortie de là en courant. J'ai pris le premier taxi qui est venu pour chez moi. Quand j'arrive, le monsieur m'a appelé près de 20 appels. Près de 20 appels. Au point de me dire sur WhatsApp que je vais le regretter. Il m'a bloqué de partout. De partout. Et je n'ai plus jamais revu le monsieur. Donc, cette histoire m'a vraiment très traumatisée. Donc, je voulais juste le partager avec vous ici. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 5e histoire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Déjà, mon histoire est une histoire qui s'est passée dans la ville de Douala, plus précisément au mois d'octobre et novembre. Je travaillais dans une petite structure de la place, plus précisément du côté de Benabéry, dans la ville de Douala, en tant que serveuse. C'est ainsi que là-bas, j'ai rencontré un client en fait, qui avait pour habitude de venir là-bas, un jeune client.
En plus, il était anglophone, voilà, c'était un anglophone et autres. C'est comme ça que tellement j'étais service là-bas plus précisément, tellement j'étais accueillante et tout. D'après les dits du monsieur, il a kiffé et tout. Puis on a gardé bon contact ensemble. Sinon, vous dites que j'ai connu peut-être le monsieur là un vendredi et puis il est revenu un lundi en journée. Il est venu spécialement, genre, d'après ce qu'il m'avait dit, c'était pour prendre mon contact et tout, pour qu'on reste en contact. Il m'avait dit, ah, n'hésite pas de me demander et tout, si tu as besoin d'un truc et autre. Ah, j'ai dit, ok. C'est ainsi que le monsieur et moi, on a commencé à papoter. Genre, je tiens bien à préciser, il m'avait jamais dragué. Comment tu vas? Tu es en couple et tout. Bref, j'étais en couple. Hein. Ce temps-là, j'étais en couple. J'ai expliqué au monsieur, j'ai tout dit. Bref, on se cachait rien ou quoi. Bref, j'ai rien caché en fait. Je ne pas dire on se cachait rien, c'est un peu comme si on se connaissait depuis. Bref, j'avais rien caché, j'ai tout expliqué. Je suis en couple comme si, comme ça. Bon, c'est donc tombé que le jour-là, je crois mes veilles devaient se terminer, le monsieur et tout. Il m'a écrit là, c'est comme moi, j'avais mal aux yeux. Toujours, j'ai mal aux yeux. Papa, c'est comme ça que il me dit, ouais, va à l'hôpital. Je dis, non, j'ai pas encore touché mon salaire. Du coup, je vais pas aller à l'hôpital à la fin du mois. Et il me dit que non, comment tu vas attendre la fin du mois et tout. C'est comme ça qu'il me dit que c'était ton numéro, machine ici, là. Je dis oui. C'est comme ça que le monsieur fait les dépôts de 100 000. Ah, j'étais choquée que, et qui, là, comme ça, on se connaît pas et tout. Mais bon, j'ai dit, ah, merci et tout. Je suis allée faire les courriers. Après, je suis allée faire mes vœux et tout. Mon histoire, c'est tellement long que je vais un peu sauter certaines parties. C'est comme ça que je me suis pour habitude de me donner l'argent. Il m'a envoyé l'argent à temps et à contre-temps. C'est-à-dire, mon travail de service, là, vraiment, bref, mon salaire, même en fait, non, ne me servait plus à rien déjà parce que vraiment, j'avais l'argent chaque jour. Je recevais de l'argent chaque jour. Attends, il y a tellement l'argent m'avait saoulé. En fait, on va dire ça comme ça. C'est comme ça que le monsieur avait pour habitude de m'inviter dans des endroits chics, hein, je précise. Je partais et tout et tout. Et tout. Mais moi, j'étais choquée. Je me posais toujours les questions que, et qui, comment est-ce qu'un homme va faire ce genre de truc? Et pourtant, il me fait ni d'avance, rien. Et c'est quoi? Il est gay. Puis un jour, j'ai même pris mon courage à deux mots. J'ai posé la question, monsieur, pourquoi, est-ce que c'est, ah, bref, j'ai me demandé quoi là ce jour. Vous n'êtes pas en couple, mais vous ne me draguez pas et tout. C'est donc quoi le projet? Vous m'aimez juste comme si, me dit non, j'aime juste te voir et tout, je n'ai pas de problème et tout, d'être en couple ou pas et tout. Ah, qu'est-ce que, ah, excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que, je parle en anglais, comme j'ai dit, c'était un anglophone, excusez-moi, est-ce que vous n'êtes pas par hasard gay et tout? Il m'a fait comprendre que non, tu peux jamais ça, oh, le truc. Ah, j'ai mal accepté, non. On dit souvent chez nous en Afrique que posément les Camerounais que porter les capuchons, moi, laissez-moi tranquille. Recevais mon argent à temps et à conséquent, le monsieur m'a envoyé l'argent. Il m'a envoyé l'argent. Comme je suis aussi quelqu'un que je dis comme année, elle-même, elle m'avait dit, le monsieur que tu dis tout le temps qui t'envoie l'argent, j'espère que tu dis qu'il ne te drague pas. J'espère que c'est pas ce que je pense. Laisse-moi que, ah, maman, c'est rien. Il est juste gentil. Bref, il est généreux en fait, parce que déjà, il m'a jamais demandé de faire un truc bizarre et tout. Déjà, je tiens à préciser que j'étais jamais allée pendant ce temps que j'apercevais son argent. J'étais jamais allée chez lui. Un jour, le monsieur décide de m'inviter chez lui et tout. Mon cœur bat, mais bon, je prends mon courage, je m'en vais chez le monsieur, il vivait toujours du côté de mon abbaye. Comme ça, j'arrive. Dès que j'arrive, le monsieur était simple et tout. Il n'y avait pas de. Il me dit, tu vois que tout, je dis non. Il descend donc pour aller chercher la chose. Curieuse que je suis, je me mets à fouiller partout parce que déjà, son argent qu'il avait là, étant jeune comme ça, là, c'était un peu suspect. Je fouille partout, je fouille, mais il n'y avait rien de suspect. Ah, c'est comme ça que le monsieur revient et tout. Il me donne ce que j'ai demandé et tout. Bref, le temps passé, le monsieur me donnait. Quand je dis me donner l'argent, c'était pour dire que je n'avais plus les problèmes de. On m'a dit ça comment? Les problèmes de 100 000, 200 000, vous connaissez. Moi, j'étais qu'une serveuse dans un truc de la place. Donc, vous pouvez imaginer que je ne touchais pas grand-chose. Bon, imaginez-vous alors que peut-être en une semaine, je peux peut-être bousiller même un truc de 200 000. L'argent, c'était encore quoi pour moi? J'avais plus les problèmes. Hein. C'est comme ça qu'un jour, moi-même personnellement, ma mère vit du côté de la ville, elle vivait ici en ville. Bon, moi, je restais là-bas à Bonabéry, vu que on dit ça comment?
vu que je travaille dans la zone de Bonabé, je vivais là-bas chez mon petit ami. Pendant ce temps, mon petit ami il était au courant de tout, parce que moi, je cachais rien aussi, comme je dis. Mais lui s'opposait, il me demandait de ne pas accepter son argent. Mais vous connaissez, moi, j'étais quand il accepté. J'ai accepté, il n'y avait pas de choix que de rester sans. C'est même qui me disait que ne prends pas, je fais comme si je ne prends pas, après j'accepte. On refuse l'argent. Voilà, l'argent vient de tomber dans mon téléphone, il fait comment? Je refuse que refuse quoi. C'est pour ça que j'ai encaissé l'argent. Un jour, j'étais chez mon petit ami à minuit. C'est comme ça que mon téléphone sonne. Je décroche, je vois le nom de ma mère. Je décroche. Elle me dit, tu es. Je dis, je devais être où à la maison, est-ce que je travaille? Mais elle me dit que je veux pas savoir ce que je suis en train de faire. Rentre vite. Je vais me retrouver ici là rapidement. J'aimerais qu'on parte, on sort très tôt le matin à 4 heures. Ha! C'est comme ça qu'il dit que il y a encore que foyer. Ha! Mon cœur panique, mais bon, c'est ma mère qu'elle a dit. Je ne sais même pas du que le matin, je ne viens plus. C'est comme ça que je prends mes pieds, j'arrive ici en ville chez ma mère. C'est comme ça donc, étant en route, je sais pas, moi, aux environs de minutes, le monsieur, il dormait toujours à ce genre d'heure et tout. Puis, c'est comme ça que quand je suis dans le taxi, il m'écrit, genre, tu sais quoi, et tout. Je suis en train d'aller chez ma mère. Et déjà, il savait que moi, ma mère vivait du côté de la ville. Il me dit, hé, alors si, et tout, je traverse le point, aller chez toi. Il me dit que, comment c'est ma mère, donc elle parle sur moi, mais j'ai pas de choix que de suivre. Donc, on va me dire, ah, ok, tu peux faire quoi là-bas? Alors, si poser des questions pour des questions, ah, déjà, c'était quelqu'un qui posait pas d'abord trop de questions, il ne se mêlait pas vraiment, il ne met pas genre, il sait comment entrer trop dans la profondeur de la vie de qui que ce soit en fait. Il m'avait jamais assez posé autant de questions tout ce jour. Il a posé des questions, tu peux faire quoi et tout, je sais pas, mais je juste me voir. Il a dit ok. Ça, je suis arrivée chez ma mère, il me dit que, en tout cas, que je sois là, demain on va partir, je suis un traitant et tout. C'est où? Je dis que tout le temps, pourquoi tu es malade et tout. Elle me dit, ne me pose pas de questions. C'est comme ça que le matin arrive, et voilà, on s'est même arrivé à 4 heures. Je me suis levée, tout. C'est comme ça que ma mère m'amène chez son traitant et tout. Arrivé là-bas, il me dit, ça va et tout. C'était pas marabout, j'ai bien précisé un traitant, parce qu'on vous connaît. C'est comme ça que il me demande de traverser et de venir m'asseoir là. Il y avait un petit tabouret là, c'est comme ça que je suis allée m'asseoir là et tout. Puis il m'a donné l'encens. Il a allumé l'encens et tout. Il commençait à parler, prier, quoi, un truc comme ça. Prier, puis après, il me dit que même si on veut te vendre, ça ne va pas marcher. Bref, moi, je n'ai pas moi considéré la phrase là parce que déjà, j'ai fait moi mis un accent précis sur sa phrase et tout. C'est comme ça que le jour là, nous sommes entrés. Moi, justement, c'est pas qu'il me fallait dire, il devait aller au travail. Et sur moi, on était encore sur Bonabé. C'est ça qu'il m'écrit, bonjour, ça va, tu vas bien, tu as bien nommé, oui, ça va et tout, et tout. Voilà. Je tiens bien à préciser que lorsque je suis quitté de là le jour là, c'est comme ça que, après ça, le monsieur et moi, on parlait toujours bien, hein. Mais déjà, il ne m'invitait plus, rien et tout. L'argent qu'il envoyait d'abord, puis s'il avait peut-être par semaine, il avait l'habitude d'envoyer peut-être l'argent 4 fois par semaine. Par semaine, 4 fois durant la semaine. Il avait recommencé à réduire ses et puis il était un peu devenu froid. Et tout le monde me disait, ah, peut-être parce qu'il est moins difficile ou autre. C'est comme ça qu'après, il a commencé à être bizarre. Quand tu écris un instrument, il te répond. Mais si tu écris peut-être à 7 heures, il avait dit de venir te répondre à 23 heures quand tu veux déjà. Et déjà, moi, j'étais une personne très occupée. Déjà, le travail me prenait aussi assez du temps et tout. Même quand j'avais le temps pour moi, il n'était jamais là et tout. Comme il inventait un tas de trucs. Tu vois, il disait, ah, moi, j'ai bien du coup, ouais, si tu as trop le problème comme ça, laisse-moi, je viens même te voir. Rien. Ah, ça commençait à être bizarre. Mais bon, comme moi, je suis quelqu'un que moi, quand quelqu'un devient bizarre, je ne peux pas moi forcer. Si elle a forcé là. Après, non, tu te bord de toi, genre, je laisse tomber. C'est comme ça que j'ai moi laissé tomber et tout. Puis, je me suis arrêté de m'écrire. Ah, rien n'est plus de ces nouvelles. Je vois même sortir de cours. Et rien comme ça, et pour moi, on a un peu de problème. Je dis bien comme ça. C'est comme ça que j'ai une amie là, une bambéké, précisément, plus précis de ce côté-là, parce que déjà, moi je suis une quoi, et on dit, comme on dit souvent, que les bambékés,
connaissent bien les règles de la tradition et tout. C'est vraiment comme ça que je fais part de ça à ma copine que ouais, maman, tu connais mon portrait, c'est comme ci, comme ça, comme ça. Moi, tu sais qu'il a arrêté de m'écrire et tout. Elle me dit que, ah bon, comme ça, pour bien, tu as fait quoi? Et tu m'as même rien fait. J'explique, moi, j'explique. Elle me dit que c'est bizarre. Elle me dit, en tout cas, moi, j'ai une cousine là, comme ça, elle lève ses mains ici, autres et tout, tu vois. Et te donne son numéro, tu vas aller là-bas, faire les consultations à nouveau. Je dis que maman, seulement pour lui, non, moi, je n'ai pas mon l'habitude de faire ça. Parce que déjà, moi, je suis quelqu'un que je prie beaucoup, mais seulement pour lui, là. Et je vais surtout faire ça. C'est comme ça que je prends le numéro de sa cousine qui est man ici, là et tout. J'écrivais, mais avec beaucoup de doutes, vous voyez un peu. J'ai écrit et tout. J'ai même lancé l'appel, elle a renvoyé l'appel. Puis elle vient me demander d'écrire, j'écris. Elle me dit que, ok. J'ai dit que je viens de la part de sa cousine et autres et tout. Elle dit, ok. Elle m'envoie les modalités, non, genre, consultation en ligne, comme ci, comme ça. Et tout, mais comme s'il vient de la part de sa soeur, comme ci, comme ça. Elle m'envoie son numéro de feuille de dépôt. Je ne sais que directement du feuille de dépôt. Ouais, je voulais seulement comprendre ce que je voulais. C'est comme ça que elle me, elle me demande de l'envoyer une de mes photos entières. Déjà, je n'ai pas de photos entières. Là. Je me suis filmée. J'ai envoyé. J'ai envoyé, il me dit que, ok, tu me laisses le temps, ne m'écris pas si je ne t'écris pas et tout. Ha! Comme dans les films bien après là. C'est comme ça que j'ai pas écrit et tout. Toute la journée là est passée. Toute la journée là est passée. J'étais seulement en train de me poser une question qui m'avait seulement comment je vais bientôt mourir. Ouais, un peu du genre, non. Ça me semble que ça n'a pas duré. Le lendemain matin, je me réveille aux environs de 11 h comme ça là. Euh, 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 euh. La voyante là, elle m'écrit, salut, c'est comment? Je peux t'appeler? Je dis oui. Elle me dit, tu es avec qui à la maison? Je dis non, je suis à la maison seule et tout. Elle lance dans l'appel, elle m'appelle, elle m'explique première des choses. Elle me dit, je vois ton gars. Et je tiens à préciser, je n'avais rien expliqué à la voyante quand elle m'a changé quand je suis allée à la voyante. Je n'ai rien expliqué. Je dis bien rien expliqué, même pas un mot. Ma copine l'a pareil. Parce que si c'est qu'elle avait expliqué, non, je devais être con. Elle n'a rien expliqué. Ouais, un peu du genre. Elle me dit, je vois ton gars, je vois un jeune homme, plus précisément, il parle anglais et tout, maman. Elle m'a donné les détails, elle me dit que mes génies me montrent que tu as mangé son manger, mais vous n'avez jamais eu rien d'intime et tout, c'est même ce qui te sauve, les trucs comme ça. Et maman, j'étais, comme on dit dans les films bien, la chair de pomme m'a pris. Ah, j'étais dépassée que là, comme si là, c'est quoi, et dans les choses, ça existe vraiment. Parler, me dit que et on me dit qu'il ne veut même plus, vous ne vous parlez même plus au jour d'aujourd'hui, ne veut plus rien savoir te concernant et tout, et tout, et tout, et tout. I was just like, hey, elle me dit que même votre projet dont vous avez parlé là, qui devait se réaliser en mars et tout, il a même dit qu'il ne va plus rien faire, nanana. Et lui, j'avais un projet avec le monsieur. Donc, elle m'a même dit des choses que même ma copine, je n'avais pas dit à ma copine. Vous voyez un peu, vous savez que le monde est un peu bizarre. Le monde est de la femme et tout. Donc, il y a certains trucs que je cachais et tout. Elle m'a dit ça, que ça va plus se réaliser et tout. Mais il a ensuite de douter, peut-être que c'est de ce côté-là, si c'est qu'il arrive qu'il fasse ça et tout, c'est qu'il t'envoie l'argent, la réticence, ça me dans ça, tu fais le sacrifice et tout. Et qu'elle m'a parlé le jour-là qu'il a voulu te vendre, ça n'a pas marché, on t'a rejeté là-bas, pas une fois, pas deux fois, c'est pour ça qu'il est tellement fâché contre toi que, hey, maman, j'ai dit que j'ai vu ça comme le film chinois. Et qu'il a voulu me vendre une fois, deux fois, ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'il est tellement fâché contre moi que déjà, s'il me voit, moi, il va me cogner. Donc, genre, elle m'a parlé avec une telle assurance que maman, j'étais tellement choquée parce que vous n'avez pas me dit que du jour au lendemain, comme ça, là, il n'a plus jamais fait signe. Je dis, mais jamais fait signe. Et je me rappelle bien avant qu'on arrête de se parler, tout qu'on avait vu qu'il était abusé comme nous, les femmes. Je sais, ils ont eu un problème là-bas. Il a bombardé une somme d'argent là-bas que je voulais. Il m'a dit que, ok, je vais envoyer jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, rien. Rien de chez rien. Donc, comme on dit la maman, le monde ici là, le monde ici est gâté. Moi qui pensais qu'il y a encore des gens de bonne moralité ici dehors, sans connaître que nous, c'est Dieu qui nous protège. Donc, comme on marche là, on ne sait pas qui est qui. Il y aura toujours les démons qui vont venir avec les visages d'anges. Pardon, prions beaucoup. Parce que qui sait,
Si c'était que non, peut-être j'avais eu un truc avec lui, comme elle a dit, côté intime là. Peut-être je ne devais même plus être sur terre. Et je vous assure que je n'ai plus jamais revu le monsieur. Je n'ai plus jamais revu le monsieur. Dis même que jamais. Donc, maman, le monde ici là, ça fait peur. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul Auguerre de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Ultimatum envers une sorcière. Cette histoire se déroule dans un quartier de la région de la Damawa au Cameroun. C'est l'histoire de ma grand-mère qui a quitté l'Est Cameroun pour aller se chercher dans le Grand Nord. Arrivée là, elle s'est installée dans la Damawa. Et en quittant l'Est Cameroun, elle avait déjà ma maman qui était jeune fille à l'époque. Ma maman donc a fait connaissance avec un ressortissant de l'Ouest Cameroun, d'où ils m'ont donné naissance. Donc, pour attirer l'attention de certains commentateurs ici sur DMG TV, que je suis un ressortissant de l'Ouest Cameroun et je ne saurais être tribaliste comme qui me font comprendre. Donc, comment quelqu'un peut être tribalisme envers ses origines. Ce que je fais ici sur DMG TV, je ne fais que partager mon vécu et dans la toute franchise, sans être, comment je vais dire, hypocrite, et pour sensibiliser, pour que ça aide certaines personnes ici. Donc, les commentaires fantaisistes dont vous envoyez souvent, donc franchement, il faut bien vous renseigner ou bien réfléchir beaucoup avant de les envoyer en question. Bon, comme je disais tantôt, ma grand-mère donc arrivée dans la Damawa, elle s'est mise dans les affaires, donc elle a commencé à faire ce qu'on appelle ici, chez nous, au Cameroun, des circuits. Bon, peut-être les Ivoiriens, c'est que peut-être les Ivoiriens disent, appellent le maquis en question. Donc ça veut dire quoi? Ça consiste à faire d'une maison de location ou bien d'une maison, en tout cas d'un local, tel un auberge quoi. Tel un auberge, tel un restaurant où vous vendez à boire, à manger et il y a un peu de divertissement. En tout cas, les gens viennent se restaurer et se divertir là en question. Mais ma mère faisait tout sauf le système auberge. Donc elle vendait tout juste à manger et de la boisson. Et à l'époque, ma grand-mère avait une très grande télévision. Très grande télévision de telle sorte que la télévision était comme, comment on appelle, comme un congélateur. Donc vous ne pouvez être qu'à 4 ou 6 personnes pour porter cette télé-là. Et c'était l'une des premières au Cameroun, notamment dans la Damawa, qui avait cette télévision-là. Franchement, une télévision en couleur, parce qu'à l'époque, c'était plus cette télévision noir sur blanc. Et ça, c'est une histoire qui se passe dans les années 90, 98. Et voilà donc ma grand-mère a commencé à être jalousée par l'entourage. Un jour alors, on va à la messe, on va à l'église, nous prendre tous, on va prier. Et au revenu de là, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. On trouve que la maison est en feu. C'était en feu. On a dû faire ce qu'on a fait. On a dû récupérer le peu de trucs qu'on avait récupéré. Et c'est donc ainsi qu'on était parti. On avait quitté ce secteur-là pour aller d'abord se refaire chez des oncles, des tantes, ainsi de suite. Et on a fait peut-être 1 an comme ça, traversant des difficultés financières. Fin de fin, quand même, ma grand-mère a pu amasser certaines choses dans son petit commerce qu'elle faisait pour se remettre. Et c'est donc par la suite qu'on était parti s'installer dans un nouveau quartier, où ce secteur-là, on fait plus du poisson à la braise. Arrivé donc dans ce quartier-là, on était encore nouveau, bien sûr. On ne savait vraiment encore qui était qui. Voilà donc, on était là, bon, enfant, on était en train de jouer, les enfants. Voilà une maman qu'on a remarqué qui était toujours assise là, en face. Et toujours seule, hein, dans son coin, toujours assise seule dans son coin sur un banc à longueur de journée. On savait vraiment quoi elle faisait pour se payer son local où elle vivait. Un jour alors, pendant que nous sommes là un jour, elle nous appelle. Elle nous chuchote des trucs à l'oreille, cette maman-là. Chuchote des trucs à l'oreille. On était peut-être 3 enfants ici, je me souviens bien. Elle nous chuchote des trucs à l'oreille. Et je vous assure, famille DMG, en quittant de là, c'était comme si cette femme-là avait vraiment
nous avait diminué. Donc c'est comme si elle avait retiré quelque chose à nous. On était vraiment... Moi, je me suis senti, quand je me souviens de cette histoire, je me suis senti un peu diminué, un peu léger par rapport à quand je suis parti. Si j'ai bonne mémoire, où elle nous commissionnait, où c'était quoi, je ne me souviens plus très bien, mais c'est qu'elle nous avait chuté des trucs à l'oreille et par la suite on était parti. Voilà donc la voisine, notre voisine en face, vient donc vers ma grand-mère et elle dit à ma grand-mère que là, vous voyez là, j'ai vu cette femme-là qui est toujours dans son coin, quand vous venez d'arriver, si vous ne connaissez encore qui est qui. La femme-là est une grande sorcière. Et je l'ai vu en train de chuchoter des choses dans les oreilles des enfants-ci. Donc, c'est mieux d'aller lui donner des vectos, d'aller lui donner des ultimatums par rapport à vos enfants. Parce qu'on ne sait jamais. Elle est de nature à retirer les étoiles et à voler des chances. Donc, elle sort même la nuit. C'est là où ma grand-mère n'a pas lâché prise. Comme ma grand-mère était une femme de caractère, père son âme, elle s'est levée, donc elle est partie trouver cette femme-là. Elle a dit à cette femme-là, c'est ce que toi, j'apprends que tu es une grande sorcière ici au quartier. On ne se connaît ni d'Anna ni d'Ève. Je ne sais pas ce que tu as retiré en parlant dans les oreilles de mes enfants. Donc si tu sais que tu as enlevé quelque chose sur eux, remets ça très rapidement. Parce que si je me rends compte que mes enfants ont des lacunes quelque part, je vous assure qu'on ne va pas vous dire. On ne va pas te dire, franchement, ce qui va t'arriver. Donc comme je te dis là, comme je tourne mon dos comme ça avec ces enfants-ci, je te dis de remettre ce que tu as enlevé là-dessus. La femme ne parlait même pas, la femme était comme c'était sous mien, assise, regardez seulement ma grand-mère. C'est comme ça que ma grand-mère s'est donc retirée. En partant, elle parlait toujours, elle disait que Romain, comme je suis en train de partir là, je dis bien que si je me rends compte, comme je suis en train de partir avec eux, qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur eux, je t'assure qu'on ne va pas te dire, tu vas connaître qui te parle là, qui est devant toi. Je vais te montrer d'où je sors, franchement. C'est où ma grand-mère, comme je disais tantôt, retourne avec nous à la maison. Et par la suite, cette femme-là ne restait plus trop à l'endroit. Donc, elle se cachait même. Je vais vous dire qu'elle se cachait. Donc, de temps en temps, elle se cachait. Elle ne sortait plus comme elle sortait à l'époque qu'on les trouvait dans nos débuts. Jusqu'à ce que, je ne sais pas si cette femme était même encore dans le capacité. Finalement, on ne la voyait même plus. On ne voyait plus cette femme-là. Donc, famille DMG, franchement, priez pour vos enfants. Et enfants, prions pour nos parents, franchement. On essaie vraiment le but de ce que cette femme était en train de rituel qu'elle a fait sur nous. Mais moi, je vois que c'était simplement pour nous retirer, pour nous diminuer de nos étoiles et pour nous faire une vol d'énergie. Parce que franchement, quand je me souviens de cette histoire, comme je vous disais tantôt plus haut, j'ai senti que j'étais diminué quand cette femme a fini de nous parler. Franchement, j'ai senti cela. Et aussi, il faut prier beaucoup dans vos activités. Vous voyez que ma grand-mère, elle est venue se chercher. C'est la jalousie, les mauvais yeux, les longs yeux qui ont été mis sur elle, qui ont fait en sorte que cet incendie mystique là, cet incendie mystérieux, on avait presque tout perdu à l'époque. Pour qu'on se remette, vous dire, on a passé vraiment, franchement, une époque de galère. Et j'ai des histoires à vous raconter. Ça, c'est la première histoire. Il y a deux autres histoires qui vont se retrouver dans ce quartier-là. Parce que dans ce quartier-là, malgré qu'on a vécu là-bas, on essaie de se remettre financièrement. On a vécu vraiment du muscle dans ce quartier-là. C'était donc l'histoire que je tenais à partager à la grande famille DMG. C'était Saïs de Polo Guéry de Dieu depuis la ville Krubo Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être me reste animé pour les deux mondes par le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez un like, commentez, partagez. C'est pour sauver des vies. Si toi-même tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le +237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Le direct c'est les mercredis et vendredis sur TikTok DMG TV. Donc ciao, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à DMG Productions s'il vous plaît. Et laissez vos impressions en commentaire. Orientez-nous. Si vous avez des histoires que vous aimeriez que nous réalisons, mettez ça en commentaire et puis on va réaliser. D'accord, merci.